Deuxième partie de ce débat sur la tournée d'adieu à l'Europe de Barack Obama qui se poursuit après Athènes. Il est à Berlin avec Angela Merkel. Son objectif, c'est d'apaiser les tensions, apaiser surtout la chancelière allemande après l'élection de Donald Trump. Donald Trump qui avait, je vous rappelle, affirmé pendant la campagne que les Européens devraient payer pour leur défense. Merci d'être avec nous tous les trois. Patrick, Martin, Génier, je voudrais commencer par vous. On a beaucoup évoqué la diplomatie de Barack Obama dans cette première partie. Donald Trump a dit clairement, il a qualifié l'Alliance Atlantique, je cite, d'obsolète. Il a critiqué en disant qu'elle coûtait une fortune aux États-Unis. Il a évoqué la possibilité pour les États-Unis de ne pas venir en aide à un pays de l'OTAN si ce dernier n'effectue pas les paiements nécessaires. Alors que peut-il faire concrètement? Jusqu'où peut-il se désolidariser de ses alliés? On verra bien. Il a tenu des discours, il a dit tout et son contraire. Je l'ai entendu faire des discours dans le cadre de sa campagne en disant qu'il faudrait que les pays européens payent et qu'on n'avait pas le choix. Il n'est pas encore intronisé président des États-Unis. Je suppose qu'il va avoir une première réunion avec les pays de l'OTAN. Il va faire une tournée européenne. On verra d'ailleurs quel pays il visite en premier lieu. Vous êtes prudent là, vous attendez de voir. Oui, parce que entre ce qu'on dit, les discours de campagne et ce qu'on fait en réalité, quand on devient président des États-Unis d'Amérique, on a quand même une responsabilité particulière. Et M. Trump, comme disait quelqu'un, ne sera que président, excusez-moi d'expression, il ne sera que président des États-Unis. Il y a le Congrès américain, il y a une majorité républicaine qui est là pour le modérer, et donc les États-Unis ont un engagement particulier vis-à-vis de l'Europe, et seul monsieur Trump ne pourra pas remettre en cause ces engagements. Mais en revanche, il est vrai que sa première visite en Europe sera tout à fait symbolique, il faudra attendre son discours. Et on ne sait pas encore quel pays il va voir en premier. On ne sait pas encore, mais vous savez, il aime beaucoup... Ça pourrait être l'Allemagne, ça pourrait être l'Allemagne, mais il aime beaucoup Theresa May, la première ministre britannique. Malgré le Brexit, il pourrait aller voir tout de même. Oui, parce qu'il considère que sa victoire aux États-Unis, c'est comme la victoire de Nigel Farage, le Brexiteur en Grande-Bretagne. Vous savez que Nigel Farage, le leader de l'UKIP, a été le premier leader politique britannique et même occidental à rencontrer M. Trump. Donc, il y a de fortes chances que, au nom de la relation spéciale qui est censée lier la Grande-Bretagne aux États-Unis, proche idéologiquement, sur le plan libéral, sur le plan des alliances militaires, sur la défense, je pense qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'il aille en Grande-Bretagne pour sa première visite. Et en tout état de cause, la Grande-Bretagne sera un élément très important en matière de défense européenne. On ne pourra pas faire sans la Grande-Bretagne en matière de défense européenne. Dominique Trinquant, peut-il casser l'OTAN, Donald Trump? Non, mais je crois qu'il a raison en disant que l'OTAN est un outil obsolète. L'OTAN a trois fonctions principales. La première, l'alliance. Obsolète. Oui. Alors la première, l'alliance, elle n'est pas obsolète. C'est-à-dire que les Américains, qui souvenons-nous, sont venus 2 fois en Europe nous libérer, sont toujours là comme garants. Ça fonctionne, l'alliance. Et je rappelle que la France a toujours fait partie de l'alliance. Deuxièmement, il y a le commandement intégré. Et le commandement intégré, ça a une valeur normative qui est importante, les procédures, etc. Tout ça, ça peut continuer. Et ensuite, ça fournit des troupes pour faire la guerre. Parce que c'est ça, l'OTAN. Or là, il y a un échec patent. Si vous voulez, l'OTAN, la dernière fois qu'elle a été engagée, ça a été en Afghanistan. Elle a dû faire appel à tous les pays autres que l'OTAN, ce qu'on appelle le partenariat, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver les troupes. Donc, c'est un échec. Et aujourd'hui, vous avez quelques milliers d'officiers dans les états-majors pour ne commander aucune opération. Il y a quand même 1,5 million de soldats en Europe qui ne sont pas capables de déployer 1500 soldats dans des opérations. Donc, l'OTAN est un outil obsolète dans la mesure où aujourd'hui nous savons très bien que les forces américaines ne vont pas se déployer en 8 jours en Europe parce que nous n'en avons pas le besoin. Donc on a besoin de peut-être pas la volonté non plus du côté des Américains. Et puis, si vous voulez, la menace dont je parlais tout à l'heure russe a été montée en épingle. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais a été montée en épingle pour que le lobby otanien puisse se trouver une raison d'être. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'OTAN ? Elle n'a qu'une menace, c'est face à l'Est. Elle ne peut pas intervenir au Moyen-Orient. Elle n'intervient plus en Afghanistan. Donc la seule menace qu'elle peut monter en épingle pour continuer à vivre, c'est la Russie. Et imagine-t-on un seul instant que la Russie va attaquer l'OTAN? Non. Donc il y a une vraie difficulté. Donc il faudrait la réformer, mais est-ce qu'il faut la casser? Parce que c'est tout de même ça le danger. Je pense que la bonne solution, je reprendrai une expression d'un de mes camarades qui connaît bien le sujet. Ce sera peut-être pas celle de Donald Trump. Hein. Non, la bonne expression, c'est que les États-Unis quittent le commandement intégré de l'OTAN et mettent les Européens devant leurs responsabilités. Quitte pas l'alliance. Là, ça sera un retrait extrêmement important aux États-Unis. Vous faites peut-être plaisir à Donald Trump en disant cela. Mais je ne sais pas si je fais plaisir à Donald Trump, mais j'espère faire plaisir à l'Europe. Parce que ça serait un électrochoc pour les Européens qui seraient obligés de se prendre en main. Aujourd'hui, les Européens, vous savez, ils disent tous « Ah ben oui, nous, on adore l'OTAN, on adore l'OTAN ». Je rappelle que tous les pays d'Europe de l'Est ont rejoint d'abord l'OTAN
avant l'Union européenne. L'Union européenne les intéressait qu'à moitié. Par sécurité face à la Russie. Sécurité, oui. Et du coup, leur budget de la défense se sont effondrés. Et aujourd'hui, l'effort européen est absolument grotesque. Oui, la solidarité alors. Alors, la solidarité, l'alliance, les Américains sont parfaitement capables d'avoir sous le parapluie nucléaire, par des alliances, etc., la protection de l'Europe. Mais l'implication militaire directe des États-Unis en Europe, ça fait partie du passé. D'ailleurs, aller en Allemagne, j'ai été stationné suffisamment en Allemagne. Maintenant, il n'y a quasiment plus de troupes américaines. Donc, je pense que la nécessité de donner un électrochoc aux Européens, en particulier avec le Brexit, parce que je rappelle que les Brexit... Le Brexit et Donald Trump, ça fait deux sonnettes d'alarme. L'Europe, ce sont de vrais électrochocs. Jean-Éric Brunner, vous êtes d'accord avec ça? Il va casser l'OTAN ou pas, Donald Trump? Je suis bien incapable de vous dire s'il va casser l'OTAN et j'ai pas les compétences du général Trinquant pour dire des choses pareilles. Je crois en revanche qu'il va y avoir effectivement un affaiblissement de l'investissement américain dans l'OTAN. Il l'a assez dit pendant la campagne, donc on va essayer d'écouter ce qu'il a dit et de prendre pour argent comptant ce qu'il a dit. C'est que ça coûtait une fortune aux États-Unis. Oui, c'est ça coûte une fortune, donc il veut faire payer les Européens. Alors la question, est-ce que les Européens ne payent effectivement pas suffisamment? C'est ça la vraie question. Mais une fois qu'on a dit qu'ils vont payer, c'est est-ce que les Européens sont capables de se mettre ensemble autour d'une table pour travailler ensemble? C'est peut-être là la question qu'il faut d'abord poser. Et celle-là, elle n'est pas du tout... C'est la question de la défense européenne. On se souvient que le gouvernement de Pierre Mendès France, en 1954, me semble-t-il, était tombé à cause de la CED, cette fameuse défense européenne qu'on n'a jamais réussi à faire depuis. La vision optimiste aujourd'hui, c'est de dire oui, on va en être capable, mais je vous rappelle que cette question quand même de l'OTAN de se désengager, elle date pas de Trump, elle date pas d'Obama, on l'avait déjà dans le programme de Bush en 2000, avant qu'il y ait les événements en 2001. Donc on a déjà cette idée de la part de l'Amérique depuis très longtemps qu'il faut se retirer. Depuis 2000, donc en 16 ans, on n'a pas eu de progrès en Europe. Je crois que si les progrès avaient dû se faire, on les aurait vus. On a eu des hommes de bonne volonté dans différents pays. Aujourd'hui, comme le disait mon camarade Patrick de Sciences Po... Oui, mais je voulais insister sur le fait qu'il était à Sciences Po. Et c'est quand même très important de répéter qu'aujourd'hui, on est dans un autre temps qui est plus inquiétant, plus noir. Et je ne sais pas si les hommes politiques que nous avons aujourd'hui en Europe sont capables de cet effort-là. Vous parlez du problème de leadership et de la problématique de la défense européenne. Justement, Patrick Martin-Génier, on a vu qu'il y avait une certaine volonté, puisque les Européens se sont vus juste après l'élection de Donald Trump en mettant en avant cette idée de défense européenne. Est-ce qu'elle peut véritablement aboutir? On a vu que l'Europe est extrêmement divisée. Je ne parle même pas de la question des réfugiés, mais la défense est un problème de souveraineté. Oui. C'est le vrai problème de souveraineté depuis 40 ans. Est-ce qu'effectivement, un certain nombre de pays, comme la France, qui était toujours en retrait face à cette défense européenne, vont abandonner une partie de souveraineté, effectivement mettre ensemble une véritable défense européenne? C'est-à-dire il y a des dispositions, des stipulations dans le traité qui permettent d'aller plus loin, mais si vous voulez, c'est extrêmement compliqué parce qu'à chaque fois que vous voulez avancer dans l'intégration européenne, il y a des clauses dites de sauvegarde. Il faut d'abord décider à l'unanimité de passer vers une défense européenne intégrée, puis après vous pouvez vous y opposer. Et comme vous le dites, il y a des États européens... C'est très bureaucratique, c'est très long. Oui, c'est très très long et je pense moi personnellement, si vous voulez, que la victoire de M. Trump va être salutaire pour l'Union européenne. Voilà, on va être mis face à nos responsabilités. Comment pouvez-vous dire ça? Elle pourrait également se désagréger. Non, parce que ça va nous forcer à nous. J'entendais Mme Mogherini, qui est la haute représentante pour l'Union européenne, s'exprimer après la réunion des ministres des Affaires étrangères. Elle a dit « Ah, nous avons fait un progrès, mais alors extrêmement symbolique dans le budget de l'Agence européenne de défense, dont on sait qu'elle est un échec patent également. » Donc c'est un petit effort, mais largement insuffisant. Et je crois qu'aujourd'hui, comme d'autres domaines, il faut que certains pays qui veulent s'engager se mettent autour d'une table en disant « Est-ce que nous voulons aller plus loin vers la voie de l'intégration européenne ?» Oui ou non? Alors, y a-t-il une volonté politique d'abord? Eh bien, pour l'instant... De plusieurs pays clés. On en parle. On en a parlé au sommet de Bratislava au mois de septembre. Mais la volonté politique, c'est pas uniquement dire des mots, on va faire. Il faut aussi qu'on progresse sur cette défense européenne et qu'on dise, par exemple, aller sur construire des avions militaires en commun, mutualiser les budgets, parce que les budgets nationaux se réduisent considérablement. Il y a donc une volonté de mutualiser les budgets et ça, il faut une véritable volonté politique. Et que surtout l'Allemagne et la France se mettent d'accord. Dominique Trinquant, est-ce que c'est faisable d'un point de vue militaire? On parle d'un corps franco-allemand.
militaire. Oui, mais ça n'est pas une difficulté. Vous parliez de la volonté politique. Je pense qu'il faut prendre les choses à l'inverse. Il n'y a pas eu de volonté politique aujourd'hui parce qu'il y avait l'OTAN, que tout le monde s'abritait derrière l'OTAN, et donc il n'y a pas de sujet. On ne va pas aller faire la défense européenne. Les États-Unis restent tout de même la première puissance militaire mondiale. Elle reste tout de même le parapluie obligatoire pour les Européens. Évidemment, mais ça, c'est ce que j'appelle l'alliance. Ce n'est pas le commandement intégré. Dans le commandement intégré, là, il y a des vraies révolutions à faire pour donner les moyens plus exactement que les Européens se donnent les moyens de pouvoir projeter, je reviens à ces 1500 hommes, le groupement tactique, 1500 hommes, 1,5 million de soldats ne sont pas capables de projeter 1500 hommes. C'est un vrai scandale. Aujourd'hui, la moitié des budgets de la défense européen, c'est du traitement social des armées. Ça n'est pas une montée en puissance pour intervenir. Donc il y a vraiment un électrochoc. Cet électrochoc, je pense que... Je suis d'accord avec vous, monsieur... Alors on en est aux spéculations. Attendons de voir que monsieur Trump soit au pouvoir. Pour avoir un commandement intégré européen, par exemple, quand on parle d'abandon de souveraineté, un commandement intégré européen. Un peu comme d'ailleurs a été prévu dans les années 50. Mais pourquoi ne l'aurions-nous pas européen? Parce que la France s'y opposait pendant des années. Mais non, mais pourquoi ne l'aurions-nous pas? Non, la France... Non, pas du tout. La France est probablement le moteur de la défense européenne depuis le départ. Elle veut mettre en place des PC de commandement européen, ce que les Britanniques ont toujours refusé. Brexit, il n'y a plus d'opposition. Maintenant, beaucoup d'autres pays ne s'opposaient pas à ça parce que les Britanniques le faisaient à leur place. Hein. Donc il va falloir voir ce qu'ils veulent. Mais la France a toujours été un moteur de la défense européenne. Elle trouve aujourd'hui qu'elle est la seule à faire un effort considérable, en particulier dans l'engagement dans les opérations. Je rappelle que la limite sud de l'OTAN, la Libye, le Sahel, etc., de l'OTAN, de l'Union européenne, pardon, la Mare Nostrum, c'est en fait notre frontière sud, et les seuls qui interviennent aujourd'hui, ce sont les Français. Alors, je citais les Allemands qui font un gros effort, on espère que d'autres pays vont faire cet effort-là. Et donc ça veut dire augmenter les budgets nationaux, mais évidemment, militaire, donc pas seulement celui de la France, mais les autres pays. Mais je rappelle que c'est M. Obama qui avait demandé au sein de l'OTAN de monter à 2%. Dans un contexte d'austérité, mais de monter à 2%. Budgétaire. Attendez, d'austérité budgétaire, moi je veux bien, les budgets de la défense étaient à 3,5, voire 4%. Hein, et on a cru que les dividendes de la paix nous permettaient de ne pas investir sur l'avenir. On voit où nous en sommes aujourd'hui, on est obligé de rattraper le retard. Les programmes militaires, c'est 20 à 25 ans de développement. Donc, si vous voulez, si on veut les augmenter, c'est maintenant qu'il faut passer à plus de 2%. Or, les candidats, d'ailleurs, qui en parlent de 2025. 2025, ça n'est pas jouable. On n'arrivera pas à remonter la pente. Jean-Éric Brana, vous êtes d'accord avec Dominique Trinquant? Il faut un sursaut européen d'un point de vue de la défense, il faut augmenter les budgets de défense, il faut plus collaborer, je dirais même créer un commandement intégré européen. Je veux dire, à chaque fois que vous me demandez un commentaire sur quelqu'un qui est 100 000 fois plus technique que moi sur ces questions-là. Mais d'un point de vue politique, vous pouvez tout à fait commenter. Politique, bien sûr, c'était mon propos tout à l'heure. Mais je continue à penser... Moi, je suis beaucoup moins optimiste. Ah oui Oui, je pensais qu'il peut y avoir une désagrégation de l'Europe, au contraire, justement, liée à l'élection de Donald Trump. Et je crois que ça fait partie des possibilités. Aujourd'hui, il faut... Alors, vous avez tout à l'heure rappelé, Brexit, premier signal, Trump, deuxième signal. On a les Pays-Bas très bientôt, peut-être troisième signal, l'Autriche, quatrième signal, l'Allemagne, je suis désolé, cinquième signal. En Italie, ça va pas mieux. On parlait de la montée des populismes, en fait, en Europe. C'est ça. Le retour des frontières. À un moment, il faut se demander si les peuples sont prêts à ça. Je me demande combien ont décroché ce soir en entendant parler de l'OTAN. C'est pas un sujet qui est dans la tête des gens aujourd'hui. Donc, effectivement, vous parlez aux jeunes aujourd'hui, vous parlez comment de l'OTAN, les sensibiliser? On se demande qui est resté encore devant l'écran en se disant on est dans une émission des années 50. Pardon, c'est pas pour être désagréable, mais c'est quand même la réalité. Et on sait bien, quand on essaie d'enseigner ces choses-là à nos étudiants, on rentre dans vraiment du très compliqué. Donc, aujourd'hui, il y a des leaders tout de même dans ces pays, des leaders qui sont conscients de la nécessité de cette défense européenne. Est-ce que ce soir, dans le débat des 7, comme vous l'avez dit dans vos titres, on va parler de l'OTAN, de commandement intégré, de nécessité d'augmenter le budget de la défense, de nécessité de préparer l'avenir de demain, et pas pour 2025, mais pour quasiment tout de suite? Bien sûr que non. Les foules ne sont pas préparées à ça, les peuples ne sont pas préparés à ça, et aujourd'hui... Je ne partage pas votre point de vue. Je pense que c'est effectivement, comme vous disiez, Donald Trump a
très peu parlé pendant sa campagne de la politique extérieure, parce que c'est pas là-dessus qu'on est élu. En revanche, il y a, non pas unanimité, mais un pourcentage absolument énorme en France de gens qui disent oui, il faut augmenter le budget de la défense, oui, il faut se doter d'équipements pour défendre le pays. Le choc que nous avons connu ces 2 dernières années est là pour le démontrer. Et je pense que ça ne peut fonctionner que par électrochoc. C'est pour ça que je partage votre point de vue. L'électrochoc de Trump sur l'OTAN, sur l'Europe, etc., peut avoir 2 effets. Mobiliser les Européens ou faire éclater l'Europe. Et là, on sera dans une très grande difficulté. Il ne s'agit pas d'intégrer. Ça peut être une Europe dans laquelle les pays se coordonnent parce qu'ils sont capables de le faire face à une menace. Et c'est ça qui est important. Parce que pour le moment, ils ne le font pas, ils ne se coordonnent pas face à une menace. Non, regardez Frontex, c'est un peu compliqué. Oui, donc ça c'est sur la sécurité des frontières. Bien sûr, mais parce que l'Europe est toujours... Je crois qu'elle n'a pas assimilé encore le Brexit et probablement la prochaine élection Elle devait se mobiliser face au Brexit. Elle va réaliser, l'Europe, que ça ne peut pas continuer comme avant, ça ne peut pas être un petit goum qui décide entre eux et que les peuples ont leur mot à dire. Non, mais Dominique Trinquant, on disait que l'Europe allait réagir face au Brexit, que ça allait être justement le chiffon rouge et qu'elle allait se mobiliser. Ouais. S'est-elle mobilisée depuis le Brexit? Bon, pas vraiment. Donc va-t-elle se mobiliser face à Donald Trump? L'article 50 du Brexit n'a toujours pas été mis en œuvre. Oui. Mais Donald Trump va prendre aussi peut-être du temps avant de clarifier. Vous savez, Obama a dit en Grèce, il a dit on peut être fou, mais un fou ne détruit pas le système. En d'autres termes, il pense que M. Trump est un fou, mais à lui seul, il ne pourra pas détruire tout un système. Donc, ce n'est pas uniquement un homme qui va tout remettre en cause, mais je suis d'accord avec vous, ça peut être un électrochoc et forcer les États européens, pas forcément les 27, mais également quelques États qui décident d'aller plus loin sur la voie de la défense européenne. Ça, c'est le cas d'Angela Merkel. On parlait justement d'elle présentée par Barack Obama comme la clé. Voilà, il y a une fenêtre de tir, si vous me permettez l'expression, en général. C'est après les élections législatives en Allemagne, septembre 2017, et après l'élection présidentielle en France, il y aura un créneau jusqu'en 2019. Donc jusque-là, pas de créneau. Jusque-là, statu quo. À partir du moment où on pourra lancer de grandes initiatives, dont, à mon sens, la défense européenne. Alors, un petit mot justement sur ceux qui sont pressentis dans l'équipe de Donald Trump. On parle donc probablement de Rodolphe Giuliani, qui était le maire de New York, qui pourrait prendre les rênes de la diplomatie, mais également de John Bolton. Alors, vous devez le connaître. Ça doit vous dire quelque chose, Dominique Trinquant. Oui. John Bolton, il était ancien sous-secrétaire d'État à la non-prolifération et ambassadeur de Bush à l'ONU. Alors, il a renié l'ONU. Il était pour le bombardement contre l'Iran, me semble-t-il. Il voulait même faire de l'OTAN un instrument de dissuasion nécessaire face à Poutine. Donc, en fait, quel était... Je serais rassuré si c'était M. Giuliani. Parce que M. Bolton, arrivant aux Nations Unies, a dit c'est un immeuble de 48 étages, il faut supprimer 30 étages. Ça ne sert à rien. Il a eu des positions d'un radicalisme au sein du Conseil de sécurité qui était absolument épouvantable. Donc son retour dans le cercle de la diplomatie serait quelque chose de très difficile. Plus catastrophique que Rodolphe Giuliani. Rodolphe Giuliani, moi je l'ai connu comme maire de New York. Mais là, il a soutenu une théorie... Oui, non, mais c'est quelqu'un qui écoute, qui a su faire participer un certain nombre de gens. Alors bon, et c'est le soutien depuis le début de M. Trump, puisque évidemment, Trump est quand même un vice-roi à New York. Il est devenu un peu conspirationniste, semble-t-il. Oui. Rodolphe Giuliani, oui, vous vouliez... Jean-Luc Bernard. Les informations qu'on voit perçant la presse, même si Donald Trump ne dit rien non plus là-dessus, ces noms-là sont déjà obsolètes, puisqu'on est déjà passé à d'autres noms. Alors, quels sont les derniers noms? Oui, et la toute dernière dont on parle beaucoup actuellement, c'est Nikki Haley, qui est actuel gouverneur de Caroline du Sud. Ça serait plutôt rassurant d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est en faveur de l'immigration, étant elle-même issue de l'immigration. Enfin, ses parents sont arrivés directement d'Inde, et donc elle serait la représentante asiatique dans le gouvernement de Donald Trump. C'est un signal différent de celui de Bolton. Totalement. C'est vraiment un autre signal, mais ça serait un vrai coup politique pour Donald Trump, puisqu'elle s'est déjà positionnée pour être son opposante en 2020, que c'est l'étoile montante du Parti républicain. C'est elle qui avait apporté la contradiction de la part du Parti républicain à Obama au moment du discours de l'Union en janvier. Donc c'est vraiment une personnalité qui commence à peser, qui a pris des positions très fortes pendant la campagne, autant contre Donald Trump que par exemple contre le drapeau confédéré, qui était face à son Capitole et qui l'a fait enlever. Donc elle sait s'opposer aux conservateurs américains. Elle fait partie de l'establishment, certes, mais Donald Trump parle de l'intégrer parce que ça serait ligoter une opposante, sachant qu'il peut de toute façon gouverner sans ça avec son comité exécutif et mettre les plus embêtants comme Bolton ou d'autres dans le comité exécutif et faire la politique qu'il voudrait.
Donc on a déjà d'autres noms. Mais on nous annonce que ça va être très bientôt, peut-être même avant Thanksgiving, donc on devrait en savoir dans la semaine. On en saura un petit peu plus, mais donc les choix ne sont pas encore faits, les jeux ne sont pas faits. Merci Jean-Éric Brana, merci Patrick Martin-Génier, et puis merci à vous Dominique Trinquant d'avoir participé à ce débat.